Merci, Monsieur le Président. Je vais traiter d'un aspect un peu étroit, mais d'actualité du monde transatlantique, effectivement, qui sont les flux gaziers. En dehors de la musique pour accordéon et du cinéma d'auteur, c'est l'un des domaines, l'énergie était l'un des domaines où l'Europe n'était pas encore totalement influencée par les États-Unis, mais fort heureusement, ce dommage a été réparé. Donc je vais, si j'arrive à me servir de cette affaire-là, ce qui n'est pas évident, oui, comme ça, voilà. Je vais illustrer mon propos avec quelques diagrammes parce que sinon ce serait un peu austère. En deux mots simplement pour mettre les choses en contexte, vous avez ici à gauche un diagramme qui vous montre la demande mondiale d'énergie primaire. L'Europe, c'est ce qui est en jaune là-haut, donc vous voyez que c'est assez faible et diminuant dans le temps, ce qui signifie deux choses. C'est d'une part que nous sommes relativement moins exposés d'une certaine manière que d'autres au tourment de l'énergie, mais en même temps que nous sommes relativement insignifiants en termes d'influence sur ce domaine-là. Ce graphique est important parce qu'il vous montre le prix du gaz sur les trois pôles où se forme le prix du gaz à l'échelle mondiale, qui sont le Henry Hub aux États-Unis, qui est la ligne bleue en bas, la ligne jaune, vaguement jaune, qui est le prix du gaz à Amsterdam, qui est le pôle européen de fixation du prix du gaz, et la ligne vaguement verte qui est au-dessus, qui est le prix du gaz en Extrême-Orient, qui est le principal lieu de consommation au niveau mondial aujourd'hui du gaz. Ce qui est important avec cette courbe, et le reste de mon propos en sera une sorte d'illustration, c'est que, comme vous voyez, le prix du gaz européen jusqu'au conflit en Ukraine, qui est le pic, là, était plus proche du prix américain que du prix en Extrême-Orient, ce qui permettait à l'Europe d'avoir une certaine compétitivité, dirons-nous, énergétique, grâce évidemment au gaz russe, d'origine russe. La situation a totalement changé avec le conflit et désormais nous sommes à peu près exactement, pour des raisons que je vais expliquer, au prix asiatique, qui est beaucoup plus élevé que le prix américain. Vous avez ici, très rapidement, parce que le gaz liquéfié va être au centre de mon propos, puisqu'on ne peut pas transporter le gaz dans l'Atlantique autrement que comme gaz liquéfié, bien évidemment. Vous voyez ici quelles sont les régions qui exportent du gaz liquéfié. Les États-Unis, principalement en bleu clair en bas. Vous voyez que l'augmentation extrêmement rapide des livraisons par les États-Unis sur le marché mondial. Je passe ça. Voilà. Si on passe à l'Europe, qui est... je vais traiter d'abord de l'Europe, ensuite des États-Unis et ensuite des interactions. Ce qui est intéressant à noter sur l'Europe, c'est deux choses. C'est d'une part que tendanciellement, la consommation ou la demande baisse, comme vous pouvez le constater sur la partie de gauche, et que le carré en bleu foncé qui est en bas, qui est la livraison d'origine russe, évidemment, baisse encore plus, au profit d'autres fournisseurs et principalement des fournisseurs américains. Alors, ce n'est pas une situation qu'on observe partout, puisque la demande gazière mondiale, au contraire, augmente actuellement. Donc, cet élément a deux causes principales. L'un, c'est l'efficacité énergétique croissante du système européen. Mais cette efficacité énergétique, elle était un peu en trompe-l'œil, puisque vous savez que cette efficacité, cette intensité énergétique, c'est le rapport de l'énergie consommée à l'unité de PNB. Or, si cette efficacité, cette intensité s'améliore, c'est pas tellement par vertu, mais c'est surtout par désindustrialisation. Dans la mesure où toutes les industries lourdes ou intensives en énergie
ont quitté le continent européen à peu près complètement. Alors il y a donc deux injonctions contradictoires du côté européen. C'est d'une part la question de la sécurité énergétique qui impose d'avoir des liens forts, durables, avec des sources à l'étranger, et en second lieu, la politique de décarbonation qui la contredit, puisqu'on en dit aux fournisseurs, écoutez, on n'aura pas besoin de vous pendant très longtemps, puisqu'on veut se décarboner. Et ces deux injonctions, couplées à une forme d'idéologie libre-échangiste un peu extrémiste de la Commission européenne, qui rend difficile la signature de contrats à long terme, font que il est difficile d'assouvir nos besoins sans évidemment donner une contrepartie de longue durée et solide à nos fournisseurs. Donc l'ajustement pendant la crise que nous connaissons s'est fait principalement, ou quasiment exclusivement, grâce au gaz liquéfié américain, d'origine américaine. J'expliquerai pourquoi. Et grâce à la contraction de nos économies industrielles. Parce cette chute de demande n'a pas été exclusivement compensée par des importations supplémentaires. Je vous passe le détail des sanctions de l'Union européenne, mais pour noter simplement un ou deux points. Le premier, c'est que la Commission examine la possibilité de se dégager des contrats existants en faisant jouer des clauses de force majeure ou autres, donc à trouver une sorte de trou juridique, si j'ose dire, par lequel échapper à la contrainte. C'est extrêmement dangereux parce qu'évidemment, c'est un message envoyé à tout autre fournisseur qu'en cas de crise, eh bien, on trouvera un moyen de se dégager de ses obligations de manière plus ou moins brillante. Le deuxième élément concernant le gaz, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction, comme vous le savez sans doute aujourd'hui, d'importation en Europe de gaz liquéfié d'origine russe, pour diverses raisons. L'une, c'est qu'on en a besoin. La deuxième, c'est que c'est une marchandise qui est peut-être en vrac et qui donc peut être transportée n'importe où dans le monde, comme le pétrole. C'est extrêmement difficile de contrôler l'origine de ces cargaisons et leur destination. Et donc, on fait un peu semblant que cette question n'a pas à être traitée. Or, lorsque le prix du gaz a augmenté très fortement pendant la crise, évidemment, le prix du gaz liquéfié russe a augmenté tout aussi fortement et a largement compensé ce qu'ils ont perdu en gaz exporté par gazoduc. Il y a une mesure qui, par contre, va gêner la Russie, et qui n'est pas encore active à ma connaissance, c'est l'interdiction du transbordement de méthaniers russes dans les ports européens, puisque pendant la saison d'hiver, on ne peut pas naviguer facilement dans l'Arctique. Les méthaniers brise-glace sont obligés de transborder leur cargaison dans des ports voisins pour ensuite les transporter par méthanier. Donc si on ne peut pas faire ça dans des ports voisins, ça complique la logistique russe. Alors si on regarde un peu ici quel est l'impact de cette politique de sanctions sur la Russie, eh bien, on constate qu'il est nul sur le pétrole, plus ou moins nul sur le pétrole. Il a été significatif sur le gaz, même si petit à petit les Russes construisent des nouvelles facilités de liquéfaction, et donc ça va prendre un peu de temps. Et en tout cas de cause, la balance commerciale russe n'a pas vraiment bougé puisqu'ils ont réduit leurs importations à due concurrence. L'impact sur les prix en Europe est important parce qu'évidemment, qui dit prix plus élevé dit industrie moins concurrentielle, moins compétitive. On voit qu'un palier
important est franchi. Alors, si vous regardez le graphique de droite, qui sont les prix au TTF d'Amsterdam, donc, dont je vous parlais tout à l'heure, là, le pic de la crise, disons, de la guerre d'Ukraine, se voit immédiatement. Mais on voit qu'après cette crise, il y a un palier plus élevé qui est différent, qui est nettement différent de celui des 20 années précédentes. Et c'est bien le problème auquel est confrontée l'Union européenne. D'où vient notre gaz? C'est sur ce diagramme-là. La demande est en bas de l'horizontale et les sources en haut. Vous voyez que le gaz liquéfié américain, qui est le petit carré bleu, est l'élément qui a permis d'équilibrer l'ensemble. C'est l'un des deux éléments, l'autre élément étant la baisse de la demande, la baisse de la consommation. Je passe sur ces... Alors, pour quelle raison? Parce que le gaz liquéfié, évidemment, coûte plus cher à transporter et à manufacturer que le gaz par gazoduc. Donc il y a environ 4 $ par million de BTU, qui est une mesure typiquement britannique, qui équivaut à 1000 pieds cubiques. Bon. 4 $ en gros pour liquéfier, transporter et regazéifier du gaz. Le prix, pour mettre ça en perspective, le prix du gaz aux États-Unis, c'est entre 3 et 4 $ par million de BTU. Donc c'est le double. Rien que le prix de la liquéfaction, c'est le double. Ce qui explique pourquoi, évidemment, si on se fournit en gaz liquéfié, tout d'un coup, ça augmente considérablement le coût final. Alors il y a au-delà d'un certain nombre de milliers de kilomètres de gazoducs, évidemment, c'est le gaz livré par gazoduc devient plus cher, mais il faut vraiment au moins 5 ou 6 000 km de distance. Maintenant, si on regarde les choses du côté des États-Unis, la révolution fondamentale, c'est les gaz non conventionnels. Et c'est ça qui a permis toute cette affaire. Donc les gaz non conventionnels, c'est gaz de schiste, gaz de réservoir serrés, comme ils disent en anglais, ou les gaz de houille, enfin tous les gaz qui ne sont pas... qui sont dans des poches étanches. Cette révolution technologique, elle permet exactement, c'est elle qui nous a permis en fait de nous fournir en gaz pendant cette crise. On remarquera à titre anecdotique que les lieux où se trouve le gaz de schiste aux États-Unis correspondent au vote républicain, plus ou moins. Donc vous voyez leur importance, parce que sur ce graphique qui vous montre la production américaine de gaz, vous voyez bien que tout ce qui est en couleur, c'est le gaz de schiste. C'est parti de presque rien il y a une douzaine d'années, et maintenant c'est les 3/4 de la production. C'est ce qui a permis aux États-Unis de devenir un exportateur de gaz. Là où vous avez une couleur verte, c'est donc il y a 7-8 ans, c'est le moment où l'offre de la production de gaz américaine a dépassé la consommation intérieure. S'il n'y avait pas eu de gaz de schiste, il n'y aurait pas eu de production de gaz suffisante pour alimenter le marché mondial en gaz liquéfié, et par conséquent, nous n'aurions pas pu nous fournir en gaz lors de la crise de l'Ukraine. Et le Qatar? Alors le Qatar est déjà évidemment un des plus gros fournisseurs, mais il livre presque tout en Asie, sur des contrats à long terme qui sont à des prix fixes. Alors, le deuxième élément, et pour répondre à la question de manière plus complète, le deuxième élément qui a joué de manière importante, c'est que l'architecture des contrats gaziers a changé. Elle a changé du fait du gaz américain. Pour 3 raisons. La première, c'est que le gaz américain, enfin les livraisons sur les contrats américains sont free on board, c'est-à-dire que le gaz est vendu
à l'embarquement. Et donc vous pouvez ensuite l'arbitrer, le vendre comme vous voulez, charger au Texas, le revendre 3 fois en route, etc. Par conséquent, ça nourrit un arbitrage international des prix du gaz. La deuxième raison, c'est qu'il n'y a pas de clause de destination rigide. Dans la plupart des contrats de gaz russe, par exemple, il y avait une clause de destination rigide. La Russie livrait à l'Allemagne ou à la France ou à l'Italie, et c'était assez difficile de divertir des quantités. Là, il n'y a aucune clause de cette nature, et par conséquent, on est dans un marché pur du point de vue des livraisons. Le troisième élément, c'est que les prix sont fixés sur le Henry Hub américain, et donc cela signifie que lorsque les producteurs américains ont intérêt en netback en quelque sorte à vendre du gaz, à vous vendre du gaz, ils le font. S'ils n'ont pas intérêt, ils ne le font pas, ou ils peuvent ne pas le faire. Cet élément-là est particulièrement risque d'être important par la suite en cas de fluctuation. Donc ce changement d'architecture des contrats a créé un marché mondial unifié du prix du gaz. L'une raison pour laquelle le prix du gaz européen et asiatique se rejoint de manière presque exacte à quelques coûts de transport près. Cela signifie donc aussi que nous sommes totalement dépendants, et tout le monde est totalement dépendant de l'intérêt du fait qu'on est aligné au prix de la plus forte demande, qui est celle de l'Asie. Alors pourquoi est-ce que c'est possible? Alors normalement, ce ne serait pas possible sur un réservoir traditionnel qui a une durée de vie assez longue. C'est possible pour une raison technique qui est liée au gaz de schiste. Cette raison, c'est que, contrairement au gaz de réservoir, le gaz de schiste produit son maximum pendant une petite période de mois après le forage. Et donc, vous forez, vous produisez ce que vous pouvez produire. Ensuite, il y a encore 15 ans ou 20 ans de production possible, mais à petit débit. Mais vous pouvez interrompre sans perte sans coût, je dirais, perdu, stranded cost en anglais. Vous pouvez interrompre assez facilement et recommencer quand les prix seront de nouveau plus élevés. Vous ne pouvez pas faire ça avec des réservoirs classiques, sinon vous abîmez le réservoir. Et par conséquent, les foreurs américains regardent les prix, si ça leur convient, ils forent, si ça leur convient pas, ils ne forent pas. Ce qui permet de s'ajuster très rapidement à la demande mondiale et au prix en particulier. Alors tout ça est un marché qui est en pleine expansion. Il y a énormément d'infrastructures nouvelles qui se créent, qui se construisent. Là, je vous ai mis l'exemple à gauche, c'est les terminaux de liquéfaction. Vous voyez que les États-Unis, la Russie et le Canada, qui veut échapper à la contrainte américaine, en construisent un très grand nombre. À droite, c'est la demande. Donc, le plus gros, c'est évidemment la Chine. Ensuite, l'Inde et l'Allemagne, qui en construit d'ailleurs trop, puisqu'ils ne sauront pas quoi en faire dans pas longtemps. Ça, je vous en ai déjà parlé. Si je reviens aux échanges transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis, à gauche, vous voyez l'état d'équilibre, si je puis dire, consommation en bas et importation en haut, et production en haut aux États-Unis. Et vous voyez que les exportations de LNG, qui est la toute petite bande vert clair en bas, représentent pas grand-chose par rapport à la masse de la demande. Ça signifie qu'il peut y avoir, en cas d'augmentation significative de l'activité américaine, il peut aussi bien y avoir une demande intérieure suffisante pour absorber une grande partie de ce gaz. Donc on ne peut pas nécessairement se fonder éternellement sur cette production-là. Et comme on le voit à droite, où on ne prend que la partie échangée sur le marché, il est intéressant de voir que les importations de gaz des États-Unis, qui viennent essentiellement du Canada,
sont l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis peuvent exporter tout ce gaz. Puisque les Canadiens, jusqu'à présent, avaient très peu de terminaux de liquéfaction et leurs champs gaziers sont très loin de la côte atlantique. Par conséquent, il ne faut pas oublier que le Canada a un rôle aussi important dans l'équilibre gazier de la capacité américaine à exporter du gaz. Qu'en est-il du consortium égyptien Madiste qui va l'Égypte, l'Israël et différents pays? Oui, alors je vais y venir. C'est une excellente question. Je voulais simplement montrer avant que l'ajustement du besoin européen, là j'ai pris les 27 de l'Union européenne, il se fait essentiellement par des variations des fournitures américaines. Le reste est à peu près stable. Donc les importations du Qatar, d'Afrique, etc., c'est toujours à peu près stable. Une conclusion, s'il vous plaît. Une conclusion, s'il vous plaît. Oui. Doucement en retard. On sera en retard. Bon, je vais conclure rapidement. Alors, je traite votre point sur les importations, enfin l'Égypte, etc. On a essayé de négocier un accord, effectivement, pour que le gaz israélien soit véhiculé en Égypte et ensuite liquéfié et passé en Europe. Dans le contexte géopolitique actuel, comme vous pouvez imaginer, c'est pas évident. L'Azerbaïdjan, on a signé des accords avec l'Azerbaïdjan, mais qui utilise ça comme levier pour faire pression pour qu'on ne les ennuie pas sur l'Arménie. La Turquie empêche Chypre de forer librement. Donc la Méditerranée orientale est une fausse bonne solution en réalité, parce qu'elle est plus risquée, quantitativement parlant, que même la Russie, même maintenant. Donc en réalité, nous sommes assez point liés au gaz américain. Ceci étant, tout ça dépend de pays à pays, puisque des pays comme l'Italie se fournissent essentiellement en Algérie. Voilà. Donc il y a des grandes différences à l'intérieur de l'Europe. La plus dépendante, c'est l'Allemagne, qui prend la quasi-totalité du LNG américain. Donc je ne veux pas prendre trop de temps pour le reste. Je voulais vous dire encore un ou deux mots. Mais est-ce qu'on peut dire que le gaz américain est un outil de domination américaine? Pas véritablement de domination, parce que c'est un marché, comme je l'ai dit, mondial, et que eux-mêmes ne vendent que s'ils y ont un intérêt, bien évidemment. Mais nous sommes dans un moment de plus grande fragilité parce qu'on ne peut pas être assuré de ces fournitures et encore moins de leur prix. La volatilité s'est accrue considérablement sur les marchés, donc avec des prix de gaz volatiles, l'arrivée d'acteurs qui sont purement financiers sur les marchés du gaz et qui donc spéculent sur cette volatilité, tous ces facteurs font que le moindre événement mondial perturbant le marché du gaz, que ce soit en Asie, en Europe ou en Atlantique, où vous voulez, a un impact comme celui du pétrole. Comme celui du pétrole. Mais ce n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est une nouveauté sur le prix du gaz. Or, qui dit gaz dit électricité, puisque l'essentiel de l'électricité est indexé en Europe sur le prix du gaz. Et donc, ça crée une volatilité intrinsèque beaucoup plus importante sur nos marchés. Voilà. Mais